Bonjour Cyril Teste, nous Bonjour. sommes au Théâtre des Amandiers où vous présentez votre nouvelle création Sur l'autre rive qui est en fait inspirée du texte de Tchekhov, Platonov, mais vous avez choisi de me donner un autre titre, Sur l'autre rive. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce titre-là? Ce titre, il vient de La Mouette, qui était mon premier volet de Tchekhov, où dans La Mouette, après le fiasco de Treplev où le spectacle s'arrête, Irina dit tiens, on entend de la musique sur l'autre rive, et l'autre lui dit non, elle dit c'est la fête. Il dit mais la fête elle n'est pas ici, elle est sur l'autre rive. Et je m'étais dit ce serait assez joli de l'appeler comme ça, comme si sur l'autre rive était en simultané avec La Mouette. C'est qu'au moment où il y a cette fête d'un côté, de l'autre côté, on a de l'autre côté Treplev qui joue sa pièce. Donc c'était vraiment un peu un clin d'œil, un écho à la pièce de La Mouette. Ouais. Et je me demandais aussi sur l'autre rive, vous me direz si je me trompe, mais on a le texte de La Mouette, c'est en fait le héros qui recherche un petit peu le regard de la mer. Et là, on a l'impression que sur l'autre rive, en fait, eh bien, c'est peut-être le père et la paternité, ce qu'il nous laisse, qui est interrogé. Complètement. C'est vrai qu'on a un côté oedipien dans La Mouette, le rapport mère-fils qui est très fort, alors que là on est dans un rapport de fils-absence de père. Et la question aussi là, je dirais d'un patriarcat absent, là où il y a un matriarcat omniscient dans La Mouette, ouais, tout à fait. Mais en même temps, les figures de pères qui apparaissent sont toujours liés à soit la dépravation, soit à l'argent, et les fils en fait sont en rupture dans le mépris du père. Ils le sont, mais étant donné qu'ils n'ont pas eu l'héritage de leur père, au sens même, je dirais, existentiel, j'ai la sensation qu'ils ne font pas mieux. Voilà. Ils critiquent un patriarcat, mais ils n'en font rien. Et c'est ça qui m'intéressait aussi. C'est qu'on peut critiquer un patriarcat, ce qui est intéressant, c'est de ne pas le rejeter, c'est de le comprendre, c'est de le prendre avec soi, d'essayer peut-être de le déconstruire, mais il faut en faire quelque chose. Et ce qui est assez beau dans l'œuvre de Platonov, c'est qu'on a des fils, quoi, parce que ça passe vraiment de cette posture-là quand même, de ces hommes qui d'un seul coup ne font rien de l'absence d'héritage, et bien au contraire, j'ai la sensation, ne permettent pas qu'une nouvelle société agisse, quoi, notamment vers le matriarcat pour le coup. Et donc le spectacle est centré, enfin et même la pièce, sur le personnage qui s'appelle Misha, puisque en fait, c'est une grande fête que vous mettez en scène, mais il y a ce personnage qui va finalement introduire le drame. Misha, oui, c'est le prénom. Hein. Misha, il s'appelle Misha Platonov. Oui. Oui, il est un peu le catalyseur. Il vient un peu éclairer à chaque fois un peu les thèmes. Finalement, c'est un personnage qui réfléchit beaucoup. Je dirais le thème des autres personnages. Et donc, il vient un peu comme ça, comme un chien dans un jeu de quilles, quoi, qui vient un peu perturber cette question-là. Mais pour le coup, il incarne aussi cette absence d'héritage et cette grande difficulté, à mon avis, d'inscrire un véritable récit amoureux. C'est ça qui est beau, c'est qu'il ne sait pas construire, je dirais, un récit amoureux. Et donc, ce qu'il faut dire et qui est très important, c'est qu'en fait, Sur la rive, c'est à la fois une pièce que vous donnez donc au Théâtre des Amandiers et aussi un film. Donc ça, c'est très important. Pourquoi avez-vous eu cette nécessité finalement de passer par cette image fixe alors que dans la pièce, on pourra en reparler, mais pourquoi finalement cette nécessité de faire ce film aussi? C'est un hasard pur. D'accord. La chaîne Arte m'offre une commande et une grande confiance dans cette commande. Et à l'époque, j'étais en train de travailler sur Tchekhov, je dis peut-être qu'il serait judicieux que je ne m'éparpille pas, que je travaille vraiment sur Tchekhov, puisque je suis là-dessus. Et je voulais vraiment explorer Tchekhov au cinéma. À mon avis, Tchekhov est et d'ailleurs, j'invente pas, parce que Winter Sleep a été primé à Cannes, et c'est d'une œuvre de Tchekhov. Partition mécanique, enfin pour piano mécanique, c'est de Mikhaïlkov, c'est Tchekhov.
Tchekhov a une dimension cinématographique très forte. Donc j'avais vraiment moi aussi envie de l'éprouver à ma manière, quoi, et de pouvoir aussi faire coexister à la fois le théâtre et le cinéma, puisque ce sont deux arts que j'aime énormément, quoi. Et le film, vous parliez d'amour, et le film commence justement par un air célèbre de Donizetti, l'élixir d'amour, on a Furtiva Lacrima, et finit d'ailleurs aussi sur cet air extrêmement romantique, où quelqu'un dit « Est-ce que je pourrais mourir d'amour ?» Donc là aussi c'était important de mettre tout de suite cette thématique de l'amour impossible. Dès le début. Et à la fin avec un texte de Rilke qui pose la question comment il est difficile d'aimer. J'ai vraiment circonscrit le film dans ce thème-là, quoi. Après Donizetti, c'est aussi un hommage à Mikhaïlkov aussi. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, en fait, dans ce film, l'image est fixée à jamais. Alors que dans la représentation, c'est un spectacle vivant et il y a tout ce travail qui est formidable, je trouve, dans cette mise en scène où la fête se passe avec cette exubérance, cette vie, ça danse, ça chante, etc. Et en même temps, il y a des duos qui sont filmés au plus près avec les gros plans, mais il y a comment dire, voilà, cette image, elle est vivante, elle n'est plus fixe. Donc pour vous, est-ce que se fixer cette image, est-ce que ça a été un renoncement ou pas du tout? Je dirais un commencement. Un commencement, d'accord. J'avais jamais l'habitude de fixer quelque chose, et c'est vrai que là, je me suis essayé à un exercice plus cinématographique, et j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. Ouais, carrément. Et donc c'est vrai que le travail sur le hors-champ est très important pour le spectateur et très jouissif, j'ai envie de dire, parce qu'on nous montre certaines choses en gros plan avec un fort pouvoir émotionnel aussi, parce que c'est là où on capte finalement tout ce qui se passe entre les acteurs, enfin les personnages, mais en même temps il y a une vie tout autour. Donc comment vous arrivez finalement à isoler cette scène, voilà, ce travail-là avec les acteurs? Sur le plateau, hein? Oui, sur le plateau, tout à fait. En fait, la caméra, elle vient comme ça, faire ressortir un petit peu comme ça, elle vient en caractère gras, elle vient stabilo-bosser, j'ai l'impression des situations au milieu d'une foule, quoi. Donc ce que j'avais envie, c'était surtout de dire que ça représente un peu le monde. Le monde, c'est un peu une grande fête, mais qui ne marche pas vraiment, en tout cas dans notre société européenne, dans laquelle se passent des situations graves, mais qui sont noyées dans cette fête. Et j'avais besoin, avec cette caméra, de venir comme ça, sortir de la masse, ce qui pouvait parfois passer sous silence, alors qu'en fait, on est là et puis peut-être se dit quelque chose derrière nous, on ne le sait pas, peut-être là au milieu de nous, se dit des choses importantes pour deux personnes qui sont peut-être en train de se déchirer. Et ça me touche énormément parce que on a une forme de masse qui nous empêche peut-être aussi d'avoir l'énergie du détail. Et l'énergie du détail, c'est aussi une manière d'aimer, de prendre le temps de regarder les petites choses. Et Tchekhov est quelqu'un qui met le focus sur les petites choses. Parce que c'est de là que tout commence. Donc c'est ça, en tout cas, que raconte l'usage qu'on fait de la caméra. Et cette caméra, en fait, là, cette fois-ci, contrairement à la mouette, me semble-t-il, il n'y a que 2 cadreurs et un caméscope, d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans le film, hein, ce qui change de point de vue, voilà, c'est ça. Mais il n'y a que 2 cadreurs qui font presque des plans séquences, finalement, avec des instantanés de dialogue, voilà. Mais à la fin, vous avez choisi, dans finalement la dernière partie, qu'il n'y ait plus d'image. Pourquoi? Alors, en fait, au plus j'avançais, au plus je me rendais compte que les monstres étaient en train de surgir dans le théâtre. Et les monstres sont difficiles à filmer. Les monstres, à mon avis, c'est plus de l'ordre du théâtre. En tous les cas, pour moi. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième, c'est que j'ai l'association que la dernière partie, on est un peu sur un c'est très shakespearien, il y a un côté un peu grand guignol.
et que la caméra n'avait pas sa place pour moi. Et j'avais envie simplement aussi de voir qu'est-ce que c'est que se défaire de sa propre addiction, quoi. Est-ce que j'étais capable d'aller exercer le récit sans mes outils, quoi, que j'utilise tout le temps. C'était aussi un exercice vraiment de style pour moi, quoi. C'est-à-dire, tiens, essaye, ça marche pas, c'est pas le problème. C'est en tout cas, est-ce que je suis en capacité d'écrire sans les outils pour voir. Alors après, le texte permet ça, mais en l'occurrence. Mais c'était vraiment pour moi un pari presque. D'accord. Et c'est vrai qu'en plus, il faut le dire, c'est que vous avez sollicité la présence de spectateurs sur scène et que les spectateurs, à la fin, qui étaient acteurs, finalement, reprennent leur place de spectateurs. Oui, tout à fait. Parce que c'est avant tout des spectateurs qui viennent expérimenter quelque chose, dont la dernière partie, ils peuvent redevenir spectateurs passifs, là où ils sont spectateurs actifs. Même si tout spectateur est actif par essence, si on regarde bien. Mais il y avait cette envie aussi de refaire théâtre dans le théâtre, un peu à l'image de Tchekhov dans La Mouette, quoi. C'est de refaire un théâtre dans le théâtre. C'était assez joli aussi de mettre cette place-là à la fin du... Parce que finalement, Platonov n'existe que parce qu'il y a du théâtre. C'est un homme qui ne peut exister qu'à travers la théâtralité. Il ne peut pas, à mon avis, se dessaisir du public pour exister. Ça, c'est quelque chose qui me... Oui, il a besoin qu'on le regarde. Voilà. Qu'on le regarde. Ouais. Et la pièce, finalement, vous disiez, c'est vrai qu'on ressent le burlesque à la fin, et ça se termine sur un grand dénuement. Une seule image et puis tragique, extrêmement triste en fait. Triste, c'est bien, parce qu'il faut que ce soit triste. Je pense que la tristesse c'est une chose importante, il ne faut pas la rejeter. Mais très belle d'ailleurs cette dernière image. Pour dire, la tristesse peut avoir la beauté et la tristesse peuvent être tout à fait ensemble. Et à mon avis, je crois que cette œuvre elle est triste, quoi. Elle n'arrive pas, je crois que c'est peut-être que ce que peut raconter Platonov, dans cette carence amoureuse, finit par atteindre une absence de joie, et qu'il faut qu'on fasse attention, nous. Notre société, elle est en train de toucher cet endroit-là. La société est en train de s'éloigner, de se dissocier de la joie, quoi. Et la tristesse, Dieu merci, est encore quelque chose de noble, à charge de ne pas tomber dans la culpabilité. C'est ça qui est fort. Il ne faut pas que cette société s'inscrive dans une culpabilité d'avoir tout raté, d'avoir pas réussi. On est toujours en train de dire la société d'avant était mieux. On est toujours en train de se dire qu'en fait c'était mieux avant. Donc forcément nous qui écrivons la société d'aujourd'hui, on s'est raté. Et c'est dur, quoi, parce qu'en fait on est sans cesse en train de regarder ce on aurait pu ou ce qu'on a mal fait. Et on finit par ne plus avoir confiance en nous. Et avoir de la rancœur, et c'est dangereux. Donc après on voit ce qu'on voit aujourd'hui en l'état à tous les égards, et on arrive à une forme de nihilisme dans un premier temps. Attention de ne pas tomber dans le cynisme après, quoi. Ce qui est déjà le cas, mais il faut qu'on fasse attention. Donc j'aime la tristesse, parce que la tristesse n'est pas cynique. La tristesse est encore remplie de beauté. Elle amène aussi, la tristesse est lumineuse aussi, et elle fait partie de nous. Donc il faut la préserver aussi, la tristesse. Elle est importante. Et donc ça finit sur cette belle image. En tous les cas, on essaie de... Voilà. Mais je vous remercie énormément, Cyril Teste, pour cet entretien accordé à Amlacène. Merci beaucoup. Au revoir.